Voilà. Ok. Donc oui, j'expliquais que effectivement, vous allez essayer d'imaginer que vous avez une boule de pâte à modeler entre les mains et à laquelle vous allez donner une forme. Vous allez choisir, est-ce que ça va être un escargot, est-ce que ça va être un panier de pommes, est-ce que ça va être une fleur. Mais voilà, la flexibilité cognitive, elle peut s'imager comme ça avec effectivement l'idée que la pâte à modeler qu'on a dans les mains, elle est au départ un petit peu rigide, elle est un peu fraîche, on n'arrive pas à en faire ce qu'on veut, on est obligé de la malaxer, de la serrer, de la compresser pour qu'elle s'assouplisse un petit peu et puis qu'on puisse lui donner une autre forme que celle qu'elle avait initialement. Donc si on a fait un panier, on peut à tout moment reprendre la forme, la redétruire et refaire autre chose. Donc si on a fait un panier, on peut faire un lapin, on peut faire une tortue, et on peut faire ça infiniment. Et l'image que j'ai envie que vous ayez en tête, c'est de se dire, voilà, notre pâte à modeler, c'est un peu comme notre cerveau, notre boule de pâte à modeler. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer que notre cerveau, ben voilà, on va le réchauffer, on va le malaxer pour essayer de lui donner une nouvelle forme. Dans le sens où effectivement, la flexibilité cognitive, c'est la capacité que notre cerveau a à prendre une nouvelle forme, donc à peut-être à développer une nouvelle façon de faire, à un nouveau point de vue, une nouvelle idée, et de pas rester rigide comme notre pâte à modeler qui serait restée à l'extérieur, peut-être avec un -10 ou et qui serait toute dure, toute dure. Donc voilà, la flexibilité cognitive, vous pouvez commencer à comprendre ce concept avec cette idée de la pâte à modeler ou plastine. Je crois que Marie-Ève a proposé effectivement un autre nom que je ne connais pas, mais voilà, si ça vous parle plus, la plastine. C'est très, les enfants en sont très friands, mais voilà, on peut imaginer la flexibilité comme ça. Donc là, l'objectif, c'est ça, c'est d'essayer de euh, s'ouvrir, un peu comme on le fait hein, avec cette idée de nouvelle forme, de s'ouvrir à une nouvelle façon de penser à une nouvelle façon de voir avec peut-être davantage de positivité, mais de voir l'instant présent, de voir l'avenir et de développer peut-être une ouverture à d'autres façons de voir les choses, à d'autres façons de voir la situation dans laquelle on est, les relations qu'on entretient avec les gens, d'autres façons d'autres points de vue, peut-être de s'ouvrir effectivement à différentes, parfois des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, bah, peut-être d'essayer de changer notre point de vue, de s'ouvrir à celui de l'autre, de voir les choses sous un autre angle. Donc voilà comment on peut un petit peu résumer la flexibilité cognitive rapidement, juste pour entrer dans le vif du sujet. Je suis en train d'essayer de partager mon écran, j'espère que ça va fonctionner. Euh, je vais essayer avec ça. Alors. Parce que si je fais comme ça, euh, tout le monde voit l'écran? Ouais, ok. Euh, donc voilà, effectivement, ça je reprends pas. Et alors, vu que vous n'avez pas de pâte à modeler entre les mains, on va faire un autre exercice qui a plutôt là enfin voilà, je pense que vous connaissez tous les illusions d'optique. Et je vais vous en proposer quelques-unes d'affilée. Peut-être qu'après, on aura soit la possibilité de nommer dans le chat les effets que vous avez observés, ce que vous avez vu, soit peut-être par des interventions, s'il y a des personnes qui lèvent la main, n'hésitez pas. Mais voilà, est-ce que là, par exemple, que voit votre cerveau? Donc voilà, je vous invite à observer, peut-être à vous avancer, à reculer l'écran, mais spontanément, est-ce que vous voyez des lignes parallèles? Est-ce que vous pensez que si on les continue ad vitam aeternam, elles finiront par se croiser ou est-ce qu'elles resteront parallèles? Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Quelle est la première réaction? Alors je sais pas si j'ai je peux avoir le chat en même temps. Oui, il y a Hmm. Marie-Ève qui dit des lignes croches. Ouais, donc croche, j'imagine quand vous dites des lignes croches, c'est que
elles vont finir par s'accrocher, elles vont finir par se croiser. Donc, ça, vous voyez, bah, c'est l'exemple parfait. Merci Marie-Ève. C'est qu'effectivement, non, c'est notre cerveau qui a l'illusion que les lignes vont s'entrecroiser, mais si on prend une règle et qu'on mesure exactement l'écartement de chacune des lignes, et ben en fait, on va pouvoir vérifier qu'elles sont parfaitement parallèles et qu'elles pourront être prolongées très très longtemps sans qu'elles ne se croisent jamais. Donc voilà, ça c'est une première illusion d'optique. Alors, normalement, j'en ai... Ah, ça va pas. Pourquoi? Ah, voilà. Alors, là, spontanément comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Je veux bien aussi s'il y a des personnes qui peuvent répondre par le chat. Ça marche bien, là. À chaque fois qu'on est ensemble, le chat marche super bien, alors n'hésitez pas. Alors, Ah, donc là, il y a des gens qui voient les deux. Est-ce que dans les gens qui répondent, euh, est-ce qu'il y a, parce que je vois que vous nommez hein, un arbre et deux visages, est-ce qu'il y en a que vous avez vu en premier? Est-ce que vous avez d'abord vu l'arbre ou est-ce que vous avez d'abord vu les visages? Moi, je vois d'abord l'arbre, par exemple. Je vois que Daniel est comme moi. Cathy aussi. Je vois d'abord l'arbre et après, ah, je vois le visage. Et en fait, l'illusion d'optique, c'est ça, c'est être finalement avoir besoin de quelques secondes pour entraîner notre cerveau à voir autre chose, à voir autrement. Tout comme juste avant les lignes. Eh bien, au départ, on imagine ou on est convaincu qu'elles vont se croiser, puis on est obligé d'observer avec plus de précision et de concentration pour voir que finalement, bah non, elles vont pas se croiser. Et c'est cette illusion qu'on va finalement déconstruire. Euh, où est le troisième? Il n'y a pas de troisième, il y a un arbre et deux visages. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait... Ah, trois visages! Eh ben peut-être, mais alors je sais pas où est le troisième, moi. Je pense qu'il y en a que deux. Mais voyez, hein, des fois, il faut... Pour moi, il y en a deux. Mais peut-être qu'il y en a trois. Est-ce que là, vous voyez des lignes? Qu'est-ce qui se passe quand vous observez? Qu'est-ce que vous voyez? Ça fait mal aux yeux. Et alors, pourquoi ça fait mal aux yeux? Je pense que ce qui fait mal aux yeux, c'est le fait qu'on a l'impression que ça bouge. Et que c'est un peu... Voilà, que ça tourne, que c'est mouvant, qu'il y a quelque chose qui se passe. Et est-ce que vous pensez vraiment que cette image, elle bouge? Eh non, c'est encore une illusion d'optique. Mais on a beau regarder et se dire, mais puis enfin, moi personnellement, je le sais que ça bouge pas, mais pourtant je suis là et je me dis, mais si, c'est pas possible, ça bouge. Donc voilà, une autre illusion d'optique. Et puis celle-ci, alors moi c'est ma préférée, celle-là. Euh, Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il voit sur cette image? Pour pas que je donne trop d'indices. Une femme et une vieille dame. Eh, vous êtes fort, hein, parce que alors moi, celui-là, un lion qui mange une femme. Alors là, celle-là, je l'avais encore pas eu. Une femme avec un manteau, effectivement, une jeune femme et une vieille femme. Et la réponse, c'est ça, c'est que on voit une jeune femme. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Je ne sais pas si vous avez, si vous, est-ce que vous voyez ma souris se déplacer sur votre écran? Ouais. Donc la jeune femme, elle est là, son visage, là c'est son menton, son œil, ce sont ses cheveux, puis elle a comme un foulard et un collier, on va dire, je pense. Et la vieille femme, par contre, là c'est son nez, ses yeux, son œil et l'autre, et sa bouche. Et là aussi ses cheveux. Mais parfois, moi par exemple, mon œil ne voit que la vieille femme. Et à chaque fois, je suis obligée de vraiment faire un gros effort pour retrouver la jeune femme. Alors que je la connais par cœur, cette image, et pour autant, je pense que mon cerveau, là, pour le coup, il n'est pas flexible. Il veut pas la voir, la jeune femme. Je sais qu'il y a une vieille dame, mais je la vois souvent, je la vois plus. Ah voilà, ça y est, je la vois. C'est ça. Et donc c'est ça la flexibilité, c'est que notre cerveau peut voir certaines choses et puis il va être obligé d'être entraîné pour voir autre chose. Et c'était un petit peu l'idée des illusions d'optique parce qu'effectivement,
Notre cerveau va nous pousser à faire une interprétation d'une image ou d'une situation. Ah, Valérie dit, je vois la vieille dame pour la première fois alors que c'est une image que j'ai beaucoup vue. Et ben voilà, je suis contente Valérie, je me sens moins seule. Moi, je voyais la vieille, mais je voyais pas la jeune. Donc, je sais pas s'il y a un message derrière ça. Mais voilà, en tout cas, les illusions d'optique nous montrent que le cerveau humain va utiliser des raccourcis mentaux pour traiter rapidement une information visuelle, donc là en l'occurrence les illusions d'optique, et finalement se créer une propre interprétation, une propre compréhension d'une image ou d'une situation. Et forcément, si on nous dit, bah non, il y a une jeune femme, là, notre cerveau va être obligé de s'entraîner, de réfléchir, de trouver, voire d'être aidé pour voir la situation sous un autre angle et donc interpréter autrement quelque chose qu'on était persuadé avoir vu. Là, par exemple, moi, je peux vous dire, mais si, c'est une vieille femme, il n'y a pas autre chose, quoi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner, à entraîner votre cerveau à voir les choses sous un autre angle. Parce que bah voilà, en fait, en faisant ce type d'exercice, notamment les illusions d'optique, bah, finalement, ça vient participer à développer notre flexibilité cognitive, parce que c'est la flexibilité cognitive, c'est aussi la capacité qu'on a de passer d'une tâche à une autre, par exemple, de s'adapter à une nouvelle situation et surtout à modifier sa façon de penser, sa façon de voir les choses et sa façon de comprendre certaines informations aussi. Donc voilà, les illusions d'optique, bah, ça peut être des exercices pour travailler notre capacité à être plus flexible. Donc voilà, n'hésitez pas, vous en trouvez plein sur Internet et c'est toujours assez drôle, donc ça peut être un petit moment agréable. Je crois que j'en ai une dernière pour le fun. Est-ce que, à votre avis, la ligne du dessus est-elle plus longue, plus courte que la ligne du dessous? Ou est-ce que c'est égal? Ils sont égales. Non, ils sont pareils. Ça y est, maintenant vous êtes devenus des experts des illusions d'optique. Effectivement, c'est égal, mais encore une fois, les flèches dans un sens ou dans l'autre donnent cette interprétation que potentiellement on pourrait penser que la ligne du dessous est quand même plus longue que celle du dessus. Voilà, Manon, elle est d'accord avec moi. Mais la réalité, si on prend une règle encore une fois et qu'on mesure les deux lignes, eh bien, elles font exactement la même taille. Donc encore une fois, notre cerveau nous trompe et l'interprétation rapide de notre cerveau surtout. Voilà un petit peu. Et donc, bah, pourquoi la flexibilité cognitive, finalement, c'est important dans la résilience? Bah, parce que plus on va développer cette capacité, parce que en fait, chacun des facteurs de résilience qu'on a travaillé ensemble, qu'on a abordé jusqu'à maintenant, hein, que ce soit la gestion du stress, la tolérance à l'incertitude et aujourd'hui la flexibilité cognitive. Euh, Ce sont des facteurs qui nous permettent de devenir des personnes plus résilientes. Donc forcément, tous les facteurs s'entrecroisent, s'entremêlent et ont des relations entre eux. Et la flexibilité cognitive, finalement, ça nous aide à mieux gérer notre stress et à mieux gérer aussi les situations d'incertitude, les situations où on n'a pas le contrôle, comme on l'a vu pour ceux qui étaient là la dernière fois. C'est-à-dire qu'une personne qui est flexible, qui arrive à comprendre une situation de différentes façons, à s'ouvrir à une autre façon de penser, à une autre façon de faire, bah finalement, va certainement mieux réagir aux situations imprévues et aux changements qui s'imposent à elle. Et elle va être peut-être davantage ouverte à se dire plutôt, ah oui, c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là, plutôt que de se dire, oh là là, alors là, c'est une façon de voir totalement différente de moi. Tout de suite, hop, je sens le stress qui monte, j'ai des palpitations, j'ai chaud, pas seulement parce qu'il fait 30 degrés dehors, mais voilà, donc forcément, si on devient plus flexible, eh ben, il y a des chances que ça agisse sur notre gestion du stress et sur notre capacité à gérer les situations incertaines. Euh,
Ah, je vois Elisabeth qui dit quelque chose d'intéressant, je me permets de lire, c'est que le problème, c'est que nos pensées, on ne les a pas sous différentes perspectives, on voit seulement une seule. Euh, Certainement que quand on, on a encore à travailler cette flexibilité cognitive, et puis selon les contextes, selon les situations qu'on est amené à vivre, parfois on va faire preuve de plus de flexibilité que d'autres, ça va dépendre des sujets. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on va être beaucoup plus à l'aise de se dire, ah oui, tiens, c'est intéressant de voir les choses sous un autre angle. Et puis d'autres où, bah voilà, on voit les choses que d'une seule façon, il n'y a qu'une seule route, il n'y a qu'un seul chemin qu'on va prendre. Et peut-être que avec cet atelier-là, avec ce sujet qu'on traite ensemble aujourd'hui, peut-être que vous allez repérer, apprendre à repérer justement les pensées pour lesquelles vous êtes fermé ou vous avez une façon de voir les choses, et puis bah, essayer de vous dire, tiens, comment je peux essayer de m'ouvrir à une autre façon là de voir les choses. Euh, Parce que pour continuer, du coup, la flexibilité cognitive, elle va vous aider aussi à résoudre un certain nombre de problèmes que vous rencontrez, parce que forcément, face à une difficulté, face à un défi, face à quelque chose qu'on peut appeler comme étant un problème, quelqu'un de flexible, ou quelqu'un qui s'entraîne à être flexible, bah, va finalement s'ouvrir à différentes solutions, différentes façons de régler le problème. Là où quelqu'un va peut-être parfois se dire, bah, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Vous voyez, quelqu'un de pas flexible, c'est quelqu'un qui peut être amené à dire ce genre de choses. C'est comme ça, c'est pas autrement, je vois pas pourquoi je changerais, j'ai toujours fait comme ça a toujours fonctionné de cette façon, pourquoi essayer autrement? Alors que finalement, peut-être que les solutions que cette personne adopte, elles fonctionnent plus pour plein de raisons, mais il a encore de la difficulté à essayer d'envisager d'autres perspectives. La flexibilité cognitive aussi, elle permet à tous ceux qui la travaillent de devenir des personnes qui vont faire preuve d'innovation et de créativité. Parce que forcément, quand on essaye de résoudre les problèmes autrement, bah, on va faire preuve de créativité, c'est-à-dire on va inventer une autre façon de faire, on va inventer une autre façon de résoudre le problème, on va peut-être trouver des stratégies, essayer, refaire, recommencer. Et donc c'est ça, la créativité. La créativité, c'est la capacité que les êtres humains ont à résoudre des problèmes de mille et une façons. La créativité, c'est pas que, vous savez, les activités manuelles, artistiques, ou souvent on a tendance un petit peu à mettre dedans toutes ces choses-là. Oui, ça y participe, mais c'est pas que ça, c'est aussi et surtout la capacité des gens à résoudre des problèmes de façon innovante. Et puis ensuite, la flexibilité cognitive, elle joue un rôle aussi dans nos relations avec les autres. C'est-à-dire que euh, plus on devient flexible, plus on s'ouvre au point de vue des autres, aux façons de faire des autres, et on améliore forcément notre communication avec eux. Parce qu'on va peut-être moins dire bah c'est comme ça, c'est pas autrement, ou bah, c'est moi qui ai raison. Et puis finalement, on va être peut-être davantage à l'écoute de l'autre, de ses émotions, de ses points de vue, de ses valeurs. Et dans cette écoute, et ben forcément, on va développer une communication beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, et ça participe à la flexibilité cognitive. Je ne sais pas sur votre écran, moi sur le mien, tout est caché la suite, mais voilà, je vais quand même vous lire la définition de la flexibilité cognitive. Donc, c'est la capacité à s'adapter à de nouvelles situations, à changer de perspective et à envisager plusieurs solutions à un problème et à passer d'une tâche à l'autre. Voilà, il s'agit d'une forme d'agilité mentale. C'est un petit peu l'image que je vous donnais tout à l'heure avec ma pâte à modeler, avec laquelle on allait faire un lapin, une tortue et un panier, ben parce qu'on fait preuve d'agilité avec nos mains. Mais on peut aussi faire preuve d'agilité avec notre cerveau. Voilà. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Alors, soit vous les notez puis vous les gardez pour après, mais on peut aussi échanger grâce au chat. Ça fonctionne assez bien. J'espère en tout cas que vous commencez à mieux comprendre ce qu'est la flexibilité cognitive, que c'est plus clair pour vous. J'ai juste envie de préciser quelque chose, c'est-à-dire qu'on est d'accord que le mot cognitif renvoie à notre cerveau, à ce qui se passe dans notre cerveau,
Et la flexibilité, bah, ça renvoie à quelque chose de souple. Dans flexibilité, il n'y a pas rupture. Quand je vous dis faites de la pâte à modeler, vous faites une forme, vous la transformez, vous refaites une boule pour refaire autre chose, on est d'accord que, a priori, bon, sauf si on vous demande de faire des petits objets, des petites choses, mais l'idée, c'est pas de déchirer ou de casser, rompre la pâte à modeler. Bah, la flexibilité cognitive, c'est pareil. Votre cerveau, quand on est dans une nouvelle situation, que vous êtes face à un problème, que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, puis il y a un désaccord, il y a une incompréhension, l'idée, c'est pas de changer totalement d'avis pour adopter celui de l'autre ou pour adopter une autre façon. Mais la flexibilité, c'est quelque chose, voilà, qui va vous... j'essaie de faire... c'est quelque chose qui va trouver de la souplesse, c'est quelque chose qui va peut-être changer de forme, mais pas se rompre. On vous demande pas de changer totalement d'avis ou de façon de faire, mais de rester ouvert à la possibilité d'une évolution, d'un changement, d'une adaptation. Euh, donc voilà, faire preuve de flexibilité cognitive, c'est pas être en rupture avec soi-même et avec ses idées, mais voilà, de rester ouvert aux autres et à ce qui se passe autour de nous. Donc en fait, c'est un petit peu je vais quand même vous poser la question. Le contraire de flexibilité cognitive, ce serait quoi pour vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de répondre dans le chat? Le contraire de flexibilité cognitive. Il y a des cerveaux avec moi aujourd'hui? Ah, j'ai trop, voilà, vous êtes super rapide, bravo. Exactement, rigidité. Bon, bah voilà, vous êtes plein à avoir nommé ce mot. On est d'accord que le contraire de flexibilité cognitive, ça va être rigidité cognitive ou, comme le dit Manon, rigidité mentale. Donc c'est tout à fait ça. Et en fait, bah, la rigidité, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, je l'ai un petit peu nommé. C'est le fait que bah là, pour le coup, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, je pense que si vous voulez retenir quelque chose, on a tous entendu et même dit, hein, moi la première, hein, oui, exactement, être borné, c'est ça, Claudia. Effectivement, la rigidité, c'est j'ai toujours fait comme ça, je changerai pas. Ça nous arrive dans le travail, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de travailler avec des gens qui disent, ben, j'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi maintenant j'utiliserai un nouveau logiciel informatique, ça fonctionnait avant, pourquoi changer? Alors peut-être la personne a la raison, mais l'organisation, bah, a décidé qu'il y avait du changement et qu'il allait falloir s'y adapter. Donc, faire preuve de rigidité cognitive, c'est dire être borné, comme le dit Claudia, et puis ne pas s'adapter à cette nouvelle organisation. Et puis faire preuve de flexibilité cognitive, bah, ça va être plutôt l'inverse, et puis de se dire, bah oui, effectivement, ce que je faisais avant, ça fonctionnait. Je reste d'accord avec ça, mais je vais essayer d'étudier cette nouvelle opportunité, de voir les aspects positifs et négatifs, et puis bah, essayer de voir comment on peut peut-être trouver parfois peut-être des compromis aussi. Mathis dit quelque chose d'intéressant, il dit j'aime l'idée de transformer, évoluer ou s'autoriser une vision supplémentaire sans nécessairement éliminer ou remplacer la première. Pour moi, c'est exactement ça, la flexibilité cognitive. C'est vraiment de se dire, tiens, je m'intéresse à ce qui se passe chez l'autre, à sa façon de penser. Ça ne veut pas dire que je vais transformer la mienne. Vous voyez, je ne sais pas si je vous l'ai dit quand je me suis présentée, mais j'ai beaucoup travaillé avec des équipes de travailleurs sociaux au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, l'éducation des enfants est très 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 différente de celle que j'ai pu connaître, celle pour laquelle j'ai été formée, puis celle que j'ai appliquée avec ma propre fille et autres. Et pour autant, il a fallu sur différents projets que l'on travaille ensemble. Et donc, effectivement, l'idée, ça a été de m'ouvrir, d'évoluer, de m'autoriser, comme le dit Mathis, une nouvelle façon de voir les choses, sans la juger. Mais c'est pas pour autant que j'ai adopté totalement leur façon de faire. Mais par contre, ça a certainement influencé, évidemment, ma façon d'être un travailleur social, puis après ma façon d'être maman. Donc ça a été une sorte d'équilibre que j'ai trouvé dans ces deux façons de faire, en tout cas autour de l'éducation. Donc voilà, la rigidité cognitive, c'est ça, c'est un piège qui peut finalement bah, nous enfermer dans des pensées, dans des actions, dans des façons de voir,
car finalement notre cerveau va faire un raccourci, un peu comme on a fait l'exercice avec les illusions d'optique. C'était aussi des raccourcis, c'est-à-dire que bah, le cerveau il est habitué à voir quelque chose et puis il en fait une interprétation. Et c'est là qu'on parle de biais cognitifs. Euh, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ah, j'ai cru, pardon. Euh, et même si je vais pas développer énormément sur ça, on reviendra un petit peu dessus sur ce que sont les biais cognitifs. Et puis peut-être que vous aurez envie d'aller creuser vous aussi euh, autour de ça. Il y a quelqu'un qui dit le connu rassure, mais le nouveau nous élève au... Ah, merci, c'est beau. Le connu rassure, mais le nouveau nous élève aux possibilités. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que souvent, quand on fait preuve de rigidité cognitive, c'est parce que, c'est comme vous le dites, Mathis, c'est que bah, notre façon de faire, notre façon de penser, elle a fonctionné. Et puis, ça nous rassure, c'est notre zone de sécurité. Et finalement, essayer autre chose, bah, ça fait peur. C'est des défis, c'est du changement, c'est tout ce qu'on a dit quand on a fait l'atelier ABC ensemble. Et pour autant, bah, c'est aussi une façon d'apprendre et donc de nous élever. Euh, donc voilà, les pièges de la rigidité cognitive, c'est ça. Et peut-être que bah, dans certaines situations, vous allez peut-être vous offrir la possibilité de vous dire, tiens, est-ce que là, je fais plutôt preuve de rigidité ou est-ce que je fais plutôt preuve de flexibilité? Et puis, est-ce que voilà, est-ce que j'ai cette capacité à m'ouvrir à la nouveauté? Et à relever des défis nouveaux. Donc ça, c'est intéressant aussi de se dire ça, mais sur plein de sujets de tous les jours. J'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait des personnes peut-être qui nomment des exemples de situations où elles font plutôt preuve de rigidité ou au contraire de flexibilité, peut-être parce qu'on pourrait s'appuyer de vos exemples aussi pour nourrir le sujet. Euh, mais voilà, en tout cas, je pense que ça vous permet de clarifier rigidité, flexibilité. Il y a quelqu'un qui dit le nouveau me donne le vertige, ça m'effraie. Bah, bien sûr que on est nombreux à craindre. Alors, certaines personnes sont beaucoup plus à l'aise avec les situations nouvelles, les nouveaux défis, parce que bah, et ça va dépendre des sujets aussi. Euh, Peut-être il y a des gens qui sont des grands voyageurs, qui n'ont pas peur de partir à l'aventure, d'acheter des billets, de pas savoir où ils vont dormir le soir, et puis de vivre l'aventure à 100% en étant proche de la population. Donc bah, là, cette personne, on peut dire qu'elle fait preuve de flexibilité. Et puis à contrario, dans un autre domaine de sa vie, peut-être qu'elle sera moins à l'aise et qu'elle va peut-être, bah, on parlait du travail tout à l'heure. C'est pas parce que cette personne, c'est une grande voyageuse qui fait preuve de grande flexibilité qu'au travail, bah, peut-être elle est manager, mais c'est carré, elle fait preuve d'autorité, elle veut pas changer les méthodes. Donc vous voyez, hein, on peut avoir, c'est pas tout blanc ou tout noir, on n'est pas que flexible ou que rigide, souvent il y a de la nuance. Il y a Déa qui dit dans les relations de couple, c'est parfois difficile de faire preuve de flexibilité lorsque l'on est trompé. Ah bah oui, non mais là c'est sûr que on est dans une situation au niveau affectif et émotionnel qui va venir nous chercher et puis qui va certainement provoquer de la colère, de l'incompréhension Euh, et, euh, et peut-être que au départ on va faire preuve de rigidité en disant bah non c'est inacceptable, je n'accepte pas cette situation parce qu'on va aussi répondre à nos besoins, nos valeurs. Et, euh, et puis la flexibilité, elle apparaîtra soit peut-être après, c'est aussi une question de temps, soit pas. Et puis, mais par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse être quelqu'un de flexible sur d'autres sujets. Voilà. Euh, Excusez-moi, je reprends. Donc, je voulais un petit peu aborder avec vous effectivement quelques exemples concrets où vous pensez que vous pourriez apporter de la flexibilité dans votre vie.
Est-ce qu'il y a des points où vous vous dites: «Tiens là, sur ça, je pourrais peut-être être un petit peu plus flexible»? Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples? Moi, par exemple, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, peut-être vous avez oublié, mais je sais que j'aurai un effort à faire sur mes exigences au niveau de la gestion du temps et de la ponctualité. Je suis quelqu'un qui gère les choses à la minute près. Donc, bah, j'exige souvent ça autour de moi, et je suis pas très flexible. Mais j'essaye, je suis en train d'apprendre. Hem J'aime bien les exemples. La façon de ranger de la vaisselle. Hey! Mettre les serviettes dans le sèche-serviette plutôt que le dessus de porte. Ah! Ouais, ça c'est des petites choses, oui effectivement, il y a peut-être des choses où on va pas être extrêmement flexible dans, je dirais la gestion du quotidien. C'est ça je pense que ce que tu veux dire Mathis, c'est, effectivement il y a, la question, bah, du rangement, de la propreté, du nettoyage, du partage des tâches, dans une vie de famille. Effectivement, on peut être extrêmement rigide et puis apprendre aussi en vivant avec les autres qui n'ont pas forcément la même rigueur, ou, la même flexibilité. Voilà, à peut-être trouver un équilibre, heu pour, voilà, essayer de se situer dans les pièges de la rigidité, de façon un peu plus c'est aussi une question de souplesse, je sais pas si je l'ai nommé, mais c'est la on parle de rigidité, on parle de flexibilité et je pense qu'effectivement la flexibilité cognitive, c'est aussi apporter de la souplesse dans certains sujets. Et et pas de changer totalement notre façon de voir les choses. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Ou est-ce qu'on reste, sur cela? Il y en a plein, hein, parce que finalement tous les sujets de la vie, peuvent être, concernés, hein, il y a pas de j vraiment dans tout par exemple, on va parler juste après des biais cognitifs, et puis, aussi des croyances limitantes. C'est-à-dire que là aussi, quand on a des croyances limitantes, on fait preuve de rigidité cognitive. C'est-à-dire, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit: «Je suis nulle en maths». Bon, bah, voilà, c'est une croyance limitante, mais on va revenir dessus. C'est difficile de partager des goûts alimentaires différents, des préférences au cinéma, la politique, la santé, l'environnement. Oui, c'est difficile, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir finalement à quel niveau c'est difficile parce que, hem moi, je dis souvent, on a le droit de pas être d'accord, vous voyez? On a le droit de 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 nommer des choses différentes, des avis différents, que ce soit en politique, en santé, en environnement, tout ce que vous voulez. On a le droit de pas aimer la même chose, on a le droit d'avoir, effectivement des points de vue, des envies différentes, mais ça n'empêche qu'on peut quand même être à l'écoute, des avis des autres, avoir des débats qui vont se faire sans jugement, dans la bienveillance. Donc quand on dit c'est difficile, c'est intéressant de voir à quel point c'est difficile et puis qu'est-ce qui est difficile pour nous? Est-ce que c'est difficile que les autres aient un avis différent? Est-ce que c'est difficile de peut-être d'obtenir une écoute des autres aussi? Des fois, parfois, peut-être que c'est ça aussi selon les personnes qu'on a en face de nous. Hem donc voilà, ça c'est des choses, bah, qui sont intéressantes quand on sent que on fait preuve de rigidité sur un sujet, c'est d'essayer d'aller décortiquer, ce qui vient nous chercher en fait. Qu'est-ce qui fait que ça devient difficile? Là, je vous ai mis quelque chose autour des biais cognitifs, pour essayer un petit peu de vous expliquer. Alors, on va pas en parler trop longtemps parce que ça pourrait être l'objet d'un atelier entier tellement c'est énorme. Mais je trouve que voilà, ça vient compléter, le propos parce que forcément, les biais cognitifs, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, notre cerveau va avoir, comme c'est écrit, en fait, finalement, notre cerveau se met en action et il va penser de façon automatique et c'est pas conscient.
on n'a pas c'est pas stratégique, c'est pas réfléchi, c'est inconscient et c'est notre cerveau qui va, porter un jugement, sur quelque chose. Et donc ce sont des, mécanismes qui vont finalement parfois nous aider à prendre des décisions plus rapidement, mais aussi qui peuvent finalement nous mettre en erreur parce que, bah, ça va trop vite, c'est inconscient et puis ça c'est pas réfléchi donc on n'a pas pris le temps de se dire: «Tiens, est-ce que c'est bien comme ça que je vois les choses? Est-ce que, j'ai bien compris la situation? Est-ce que, j'aurais pas pu voir les choses sous un autre angle?» Hem et donc il existe, différents types, hein, de biais cognitifs. Je vous ai mis la liste. Un biais de jugement, un biais attentionnel, et tous ceux que vous voyez à l'écran. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une sorte de raccourci que notre cerveau fait pour comprendre une situation, et finalement, c'est comme ça qu'il va nous enfermer dans une pensée rigide et nous empêcher de voir la situation dans un ensemble. Et ça, ce sont des biais qui vont effectivement se produire, dans différents types de situations de notre vie. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est que finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que, les biais cognitifs sont des pièges que notre cerveau, donc des pièges naturels, que notre cerveau, fait, mais qu'on peut conscientiser. C'est-à-dire, on peut se dire: «Tiens, est-ce que là, hem, c'est pas un piège que mon cerveau me fait?» Et en prenant conscience, on va pouvoir essayer d'apprendre à les contourner. Exactement, je suis désolée, j'étais en train de lire ce que Mathis, j'ai eu un arrêt, ça doit vous faire bizarre à vous à l'écran de l'autre côté. Je suis désolée. Mathis écrivait que: «Je parle à quelqu'un et il ne me regarde pas automatiquement et je crois que ce que je lui dis n'est finalement pas intéressant pour lui». Bah, voilà, ça c'est une croyance. Exactement, tout à fait. Alors que rien ne prouve que effectivement ce que vous êtes en train de lui dire ne l'intéresse pas. La seule façon de le savoir, c'est de lui demander, et il y a des chances qu'ils vous disent, «Bah, non, non, je c'est pas du tout ce que tu n'es pas intéressant, c'est, bah, je sais pas, j'ai mal dormi cette nuit, j'ai fait une migraine la veille, je me suis couchée très tard et oui, je suis fatiguée, c'est la raison pour laquelle je bâille, mais c'est ce que tu dis est effectivement très très intéressant». Donc là, ça va être on peut assimiler ça à un biais de jugement, c'est-à-dire voilà, il est pas intéressé par ce que je dis. Et vous voyez, finalement, le lien qu'on peut faire avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la communication et aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire que bah, finalement, notre jugement va prendre le dessus, limite peut-être on va arrêter de parler, ou on n'aura pas envie de revoir cette personne, euh, on va finalement peut-être arrêter ouais, d'avoir des relations avec elle, alors que bah, juste elle était fatiguée. Donc ouais, c'est un très bon exemple. Quand je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que je peux vous donner comme autre exemple? Hem, je réfléchis 2 secondes. Je c'est très vite, ça va être lié effectivement à peut-être, par exemple, à des jugements, hâtifs ou des décisions effectivement, qu'on va prendre, rapidement. Hem et ce qu'il faut retenir dans cette situation, c'est que, ces biais cognitifs, c'est-à-dire que ce sont des cette surcharge d'informations qui nous fait prendre des décisions de façon très rapide, peut-être parfois, ou des jugements rapides, on peut travailler ça encore une fois. C'est-à-dire que, notre cerveau n'est pas figé. On parle de flexibilité cérébrale, ça montre bien que, notre cerveau bouge, notre cerveau évolue tout au long de notre vie et même si parfois on parle de maturité cérébrale, ça ne veut pas dire que, il se passe pas dans notre cerveau, un moment où il y a pas, des connexions synaptiques, des connexions entre les neurones qui se créent puis d'autres qui disparaissent parce que c'est des sujets qui nous sont moins intéressants. Et c'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et cette plasticité cérébrale, c'est effectivement le fait que notre cerveau peut continuer à se modifier tout au long de notre vie. Il va continuer à créer.
des connexions neuronales, dès qu'on découvre quelque chose de nouveau, qu'on teste quelque chose, qu'on vit une expérience, inédite, on va s'adapter à une situation nouvelle, on va relever un défi, enfin tout ce que même peut-être se relever d'une maladie, d'une blessure, voilà, notre cerveau va forcément s'adapter à ça et créer des connexions synaptiques, des connexions neuronales. Donc c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que notre cerveau n'est pas figé, hem et forcément, il va s'adapter et puis il va continuer d'évoluer. C'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc ça, c'est intéressant, c'est plutôt rassurant de se dire: «Peu importe l'âge qu'on a, notre cerveau reste très souple». Il y a cette plasticité qui existe tout au long de notre vie et qui va effectivement nous permettre de continuer à apprendre, de continuer à nous adapter et à vivre de nouvelles expériences. Si je sors pas, mes poubelles au moment voulu, je suis à oui, bah, voilà, par exemple, si je fais pas quelque chose, que ce soit les poubelles ou autre chose, au moment où théoriquement c'est, le moment que j'ai décidé que ça devait être, bah, effectivement, on peut, tout de suite associer, bah, voilà, je suis pas capable, je suis niaiseuse, j'ai encore oublié ou je sais pas ce qu'on peut, associer, voilà et c'est souvent lié à nos compétences et nos capacités, bien sûr. Parfois, on ne se comprend pas si d'un côté une personne discute plus cérébrale et l'autre plus émotive. Oui, mais ça c'est intéressant, Manon, parce qu'effectivement, alors c'était pas forcément le sujet du jour, mais on a différentes formes d'intelligence et ça c'est aussi un sujet très intéressant. Si vous avez envie de creuser, c'est un, je crois qu'il est psychologue, hein, Howard Gardner, qui a beaucoup travaillé sur les intelligences multiples et lui, il nous dit effectivement que, on a différentes formes d'intelligence, qu'il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence, logico-mathématique, l'intelligence, linguistique et puis je crois qu'il y en a 9 que je pourrais vous lister, mais c'est pas trop le moment, mais effectivement, on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements les uns les autres et ça peut compliquer aussi les relations. Tout à fait. Hem, je À quelle heure on fait la pause? C'est comme tu veux. Dans le C'est fond, on peut. Qu'est-ce que ça va mieux à l'intérieur de ta présentation? Bah, là, attends, je vais juste vérifier combien de points il me reste. Je pense qu'on est pas mal bien avancé déjà. Je vais juste, peut-être garder encore 5 10 minutes pour poursuivre. D'accord. Alors poursuis, puis on prendra la pause après. OK, très bien. Hem, donc voilà, tout à l'heure, je l'ai nommé un petit peu rapidement quand je vous ai dit, j'ai toujours été nulle en maths. Bon, bah, voilà, j'ai 40 et quelques années, je continue de dire ça, mais effectivement, je découvre petit à petit que c'est peut-être une croyance limitante. C'est-à-dire que on fait une généralité de quelque chose parce qu'à un moment donné dans notre vie, on a été en difficulté, on n'a peut-être pas forcément été, tout à fait, bon dans certains points et puis on en fait une conclusion qui est: «Je suis nul en maths». Mais peut-être qu'on peut re-questionner ses croyances et peut-être essayer de porter un autre regard sur, la situation et se dire: «Bah, finalement, est-ce que c'est vraiment dans tous les mathématiques que je suis nulle? Est-ce que finalement dans les mathématiques, il y a pas différents sujets, puis peut-être dans certains je suis très bonne et puis dans d'autres pas trop?» Et puis peut-être que si je me remettais aujourd'hui, je deviendrais excellente. Peut-être que quand j'étais jeune, j'avais pas envie, mais qu'aujourd'hui, j'y arriverais si j'avais envie. Mais voilà, donc c'est ça, c'est des croyances qu'on peut avoir sur soi-même, qui vont être rigides, genre, «J'y arrive jamais», «Je suis pas capable, de ça». Hem, Bah, un peu comme disait aussi tout à l'heure, l'exemple, voilà, par rapport aux poubelles. Bah, voilà, si je fais pas ça, c'est que je suis une niaiseuse, je suis lâche parce que j'ai eu peur, j'ai pas voulu sortir, de peur de peut-être croiser quelqu'un ou bah, voilà, ça c'est une croyance limitante. On peut en avoir sur les autres aussi et puis on peut en avoir sur le monde avec des exemples dans, hem, pour réussir, il faut travailler dur, ou, bah, c comme j'ai écrit: «Dans la vie, il faut se battre pour tout, rien n'est acquis». Hem, c'est des croyances.
tout ça. Et tout ça, on peut le déconstruire. On peut s'arrêter dessus, porter un regard, s'observer soi-même et se dire: «Tiens, est-ce que là, c'est pas quelque chose d'un peu rigide? Est-ce que c'est pas une croyance, un jugement que j'ai sur moi, sur les autres ou sur le monde d'une façon générale, un peu rigide?» Ah, et puis en peut-être en requestionnant ça, on va s'ouvrir à une autre façon de voir les choses. Peut-être que c'est les autres qui m'ont dit que j'étais nulle en maths. Peut-être que, est-ce que parce qu'on n'a pas des super notes, ça fait de nous des gens nuls? Est-ce que, je sais pas, une croyance limitante, ça peut être aussi, bah, j'ai toujours rêvé d'apprendre la guitare, mais, je suis trop vieille. Voilà, ça c'est une croyance limitante parce qu'on l'a vu, notre cerveau peut apprendre des choses tout au long de notre vie. Il y a des gens qui apprennent, une nouvelle langue à 80 ans, donc pourquoi pas? Donc voilà et ensuite, et ben, peut-être que, on pourrait faire, la pause et revenir avec, des exemples. Donc, si vous en avez, vous, des exemples de situations où ça a été compliqué, où ça c'est toujours compliqué, bah, de faire preuve de flexibilité. Puis on pourrait essayer d'en discuter parce que souvent, c'est parce qu'on est plusieurs, parce qu'on a d'autres regards qui se posent sur la situation qu'on peut, y réfléchir et la voir sous un autre angle. Donc ça peut être, l'occasion, bah, d'une part de poser vos questions si vous en avez, je serais ravie et puis, de nourrir, tout ce qu'on a pu dire là. J'ai l'impression d'avoir parlé super vite, je m'en excuse. J'avais envie de j'avais, plein de choses à dire mais, j'espère que c'était pas trop, assommant pour vous en plus de la chaleur. Mais voilà, j'espère que la deuxième partie, vous aurez, l'opportunité d'échanger, hem et puis de poser vos questions et de nourrir de vos exemples. Ouais, c'est celle-ci que j'aime bien aussi parce que, ça montre que, on peut travailler notre flexibilité cognitive et que, alors c'est des étapes, c'est juste parce que voilà, j'avais envie d'imager un petit peu, sous forme de défi: «Tiens, par quoi je pourrais commencer?» Mais j'ai envie de dire que, vous pouvez prendre les étapes dans le désordre, ça marche pareil. Mais c'est de, bah, voilà, essayer d'apprendre à observer et s'exposer à de nouvelles expériences et perspectives. Vous remarquerez qu'à chaque atelier, hein, c'est quelque chose qui peut revenir quand on parlait du stress, quand on parlait des situations où on a le contrôle. Et ben là, encore une fois, dans la flexibilité cognitive, on vous invite, en fait, on nous invite à essayer de continuer à avoir envie d'apprendre à faire des nouvelles choses, apprendre à observer, à expérimenter des petites, voilà, à relever des petits défis, si petits soient-ils. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, on parlait des poubelles tout à l'heure, si, sortir les poubelles, c'est source, d'anxiété, bah, peut-être ça va être de trouver une autre étape, quelque chose de plus petit, pour, voilà, s'exposer un petit peu à la nouveauté. L'étape 2, moi je l'aime bien aussi, c'est être rebelle et remettre en question ses croyances et ses schémas de pensée. Bah, voilà, c'est faire preuve un petit peu de rébellion et de se dire: «Tiens, bah, là, est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire?» Parce que des fois ces croyances-là, elles viennent de tellement loin, de notre enfance, de l'éducation dont on a reçu, de la culture de laquelle on vient, de voilà, de tout un tas de de choses qui nous suivent et puis, le jour où on commence un peu à remettre en question certains schémas de pensée, bah, on se dit: «Bah oui, tiens, finalement, je peux voir les choses autrement». L'étape numéro 3, c'est s'entraîner à faire des exercices mentaux et pratiquer, comme vous l'avez fait, et vous le faites à chaque fois avec Daniel, la méditation, la respiration, tout ce qui va être les activités de pleine conscience, mais aussi des activités d'autocompassion, hem on en a déjà parlé, je sais, hein, mais tenir un cahier, d'autocompassion, heu et puis tous ces exercices mentaux, ça peut être des choses, du calcul mental, les fameuses illusions d'optique, les jeux de mots, les jeux de logique. Tout ça, ça entraîne notre cerveau à trouver des solutions, trouver les réponses, essayer, refaire, défaire, vous savez les sudokus, toutes ces choses-là, là, les coloriages. Hésitez pas, si c'est des choses que vous aimez, ça aide à la flexibilité, cognitive.
On en a parlé tout à l'heure, je resterai pas trop longtemps dessus, mais faire preuve de créativité, chercher de nouvelles solutions. C'est exactement ça la créativité, chercher de nouvelles solutions aux problèmes et développer son empathie. Parce que l'on l'a dit, la flexibilité cognitive, c'est notre capacité à s'ouvrir à une autre façon de voir les choses, à un autre jugement, et forcément quand on fait ça, on travaille notre empathie. Et peut-être je donnerai à Daniel un lien parce que c'est compliqué quand on est en visio comme ça de passer des vidéos. J'ai toujours l'impression que ça me prend trop de temps, sur le reste, mais j'en ai une, sur l'empathie qui pourrait, peut-être vous intéresser. Voilà. Ok, on le présentera, ou sinon on le présentera lors d'un prochain webinaire. Exactement, oui, on peut aussi, tout à fait. Bon, je le mets j'arrête l'enregistrement, puis l'autre, ça va être des exercices un petit peu qu'on pourra faire. Exactement. Mmh, 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 mmh.